Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Petit Club. Cette fois en enregistrement à la ludothèque de Plugufan en compagnie de Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut. Ça va ? Oui. Et de Anne-Céline de la médiathèque de Plugufan. Hello. Tu vas bien ? Très bien. L'idée, comme pour les autres podcasts autour du jeu cet été, c'est d'échanger un petit peu autour du jeu, mais aussi de faire connaître un petit peu ce qui se fait sur le territoire. Et c'est pour ça que tu es là, Stéphanie, pour nous parler un petit peu de la ludothèque de Plugufan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu dans lequel nous nous trouvons ? Eh bien, on compare souvent la ludothèque de Plugufan à la caverne d'Ali Baba parce que du coup, on a à peu près 180 mètres carrés de surface de jeu. Et du coup, on a différents pôles avec le pôle pour les tout-petits où on peut jouer à la dinette, aux poupées, tout ça. Après, on a un gros pôle avec des puzzles, des jeux de construction. Et après, on a une grosse partie aussi de jeux de société. Donc là, on arrive à 700 à peu près jeux de société. Donc, ils vont dans toutes les tranches d'âge, de 0 à 117 ans. Ok. Et donc, toi, tu es la personne qui fait vivre cet espace ? Tout à fait, depuis 20 ans. Ok. Tu es toute seule, du coup ? Alors, je suis toute seule, mais alors la ludothèque, elle est gérée par l'ULAMIR. Donc, c'est une association, un centre social qui est sur le territoire depuis 40 ans. Et du coup, on a lancé la ludothèque en 1998, au siècle dernier. Précurseur. Et donc, effectivement, c'était une des premières ludothèques du Finistère. Et donc, voilà. Donc, depuis, elle a grossi, on a déménagé, on était dans un petit local, on est passé dans une belle structure comme la maison de l'enfance de Plugufan. Et donc, voilà. Donc, petit à petit, on investit dans les jeux et puis, on devient de plus en plus intéressant pour les joueurs. En plus des jouets et des jeux que je vois autour de nous, il y a des tables, des chaises. Visiblement, les gens peuvent venir pour jouer. Comment est-ce que ça se passe si moi j'ai envie de venir faire une petite partie à la ludothèque de Plugufan ? Eh ben, il n'y a rien à faire, suffit juste de passer la porte. Okay. Donc en fait, on a des horaires d'ouverture après l'école, donc de 16h30 à 18h tous les jours, sauf le lundi, pardon, et de 10h à midi le samedi matin. Donc, il n'y a pas besoin d'inscription pour venir jouer à la ludothèque, c'est juste si on veut emprunter des jeux, où là, on demande une inscription à la structure, donc qui est de 30 € à l'année, et après, c'est une petite participation de 90 centimes d'euros par jeu emprunté pour une durée de 15 jours à 3 semaines. Ok. Donc, tu nous disais un peu plus de 700 références, c'est ça ? Alors, en tout, dans la ludothèque, on a 1572 jeux et jouets. Plus, donc, oui, voilà. tu comptes les jouets. Donc, on compte les jouets parce que tout est empruntable à la ludothèque. Donc voilà. Et en termes de jeux, je suppose que vous proposez un petit peu de tout, jeunesse, adulte, ado. Un peu de tout. On a du jouet pur pour les tout petits. On a des jeux de construction, des puzzles. On a du jeu de société, jeu d'ambiance, jeu de plateau, jeu familial, jeu un peu plus expert. Voilà, on essaye de varier, que tout le monde trouve de quoi faire à la ludothèque. Et quelqu'un qui voudrait connaître un petit peu toutes les références, alors je suppose qu'il peut venir pour les voir, mais est-ce qu'on peut aussi les retrouver quelque part sur Internet ou... Alors du coup, au début, on avait un catalogue et en fait, vu qu'on grossit assez régulièrement et il faut remplacer les jeux, on en jette, ou bien on en donne, voilà. Du coup, on n'a plus de catalogue officiel distribué, mais par contre, effectivement, les gens qui viennent sur place me demandent s'ils ont une référence, s'ils ont envie d'un jeu, ou alors c'est moi qui les envoie vers un jeu qui pourrait leur convenir. Et donc voilà, donc on a du choix quand même, mais effectivement, en ligne, on n'a rien pour pouvoir retrouver nos références. Et on peut emprunter autant de jeux qu'on veut, ou est-ce qu'on est limité en nombre On n'est pas limité, on est limité en taille de coffre de la voiture, peut-être. Ouais, okay. C'est déjà pas mal. Donc voilà, normalement, pour les familles, c'est 3-4 jeux par emprunt, à peu près. C'est en moyenne. Tu parles de famille, donc le public qui fréquente le plus le lieu, c'est peut-être un public familial. Est-ce que vous adressez aussi à d'autres publics Alors du coup, si on prend une semaine type de la ludothèque, on touche un public de 0 à 97 ans. Parce que du coup, effectivement, je travaille avec les assistantes maternelles, donc qui ont du 0-3 ans. Après, je travaille avec les écoles, donc du coup, qui vont jusqu'à 12 ans. Après, du coup, je travaille avec les ados. Et je travaille après avec les personnes âgées aussi, donc qui viennent soit en groupe avec l'EHPAD ou voilà, soit je vais dans les structures aussi pour faire des animations en jeu. Et après, effectivement, on accueille aussi toutes les familles. Donc on a un public vaste sur toute la semaine. Et le vendredi soir, on propose des soirées jeux pour les adultes. Alors c'est pas des soirées jeux
hot. Mais c'est des soirées jeux où on va trouver du jeu un peu plus consistant que du qui est par exemple. Et donc tu parlais des retraités, etc. Ce qui veut dire que tout ne se passe pas qu'à la ludothèque. Non. Tu sors un petit peu de tes murs de temps en temps. Voilà, alors la ludothèque, donc on intervient, donc c'est une ludothèque de centre social, du coup on intervient sur les 5 communes, on va dire la banane ouest de Quimper, avec du coup les 5 communes, donc Plomelin, Pluguffan, Ploneis, Plogonec et Gwengat. Et donc on peut y intervenir soit dans des structures, donc centres de loisirs ou autres, Médiathèque. ou alors médiathèque, ou alors du coup c'est les structures qui viennent à nous à la ludothèque. Du coup, tu me fais ma parfaite transition. Anne-Céline, toi qui travailles pour la médiathèque, enfin le réseau des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale, mais plus particulièrement à celle de Pluguffan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lien qui peut exister entre la ludothèque et la médiathèque de Pluguffan? Alors, on avait commencé notre partenariat en en demandant à Stéphanie d'intervenir le mardi soir après l'école à la médiathèque de Pluguffan. Donc, c'était une fois par mois. Et donc, il y avait, si je me souviens bien, il y avait une fois où c'était toi qui venais faire des jeux. On avait une thématique à chaque fois commune. Et sur cette thématique, moi je racontais des histoires, elle venait présenter des jeux sur la même thématique. Super. Et le mois suivant, c'était l'inverse, je venais raconter des histoires à la ludothèque et en complément des jeux qu'elle proposait sur cette thématique. Et puis en fait, on n'a pas rencontré un énorme succès. On a peut-être fait ça 2 ans quand même. Ouais. Ça dépendait. Il y avait des fois où il y avait du monde, des fois où il y avait pas. Ouais, c'était pas fabuleux. Mais on a continué un petit moment quand même. Et puis après, on est parti, là, ça fait 2 ans qu'on fait un partenariat. Donc elle vient proposer des jeux à la médiathèque. Donc ça peut être... t'étais venu proposer un loup-garou. Et puis des jeux en extérieur sur l'esplanade devant la médiathèque. Des grands jeux en bois. Et moi, en échange, je viens raconter des histoires. Donc là, ça fait 2 ans que je viens raconter des histoires au moment d'Halloween. Ok, trop bien. Des histoires d'horreur terrifiantes. Mais jusqu'à 10 ans. Parce qu'après, ça fait plus trop... Même avant. Voilà, terrifiantes jusqu'à 8 ans, on va dire. Et voilà. Et parce que tous les ans, au moment d'Halloween, ils organisent des super animations ici. Et l'année dernière, enfin même c'était... Halloween 2022. C'était hallucinant. Ils avaient fait dans la salle derrière nous, là-bas, derrière toi, il y avait la salle à manger de Poudlard. Ok. Mais c'était trop bien. Il y avait les chandeliers au plafond. Enfin, mais le temps que vous avez dû mettre pour installer ça, j'ai halluciné. Mais c'était super. Ça donnait vraiment envie. Il y avait le choix-peau. Donc, chaque enfant qui rentrait, on lui mettait le choix-peau sur la tête et il allait dans une équipe. Enfin, c'était un travail de dingue. Je ne sais pas combien de temps vous avez mis pour préparer ça. Pas tant que ça. Mais c'était trop bien. Au niveau de la déco, beaucoup d'heures de préparation. Mais sinon, en préparation en soi, c'était prêt le vendredi soir. Il y avait Dumbledore, il y avait la prof de... Comment elle s'appelle, celle qui fait les plantes, là. Non, Pomona Chourave. Ah non, mais c'était trop Madame bien. Chourave. Vraiment. Et du coup, moi, j'étais intervenue le matin pour les tout-petits pour raconter des histoires. Mais le reste était vraiment super. Parce qu'effectivement, en plus des horaires d'ouverture, de tout ça, on essaye de faire des temps forts sur l'année. Ouais. Donc, on a au mois de mai, on a la fête du jeu, qui est internationale. C'est organisé par l'Association des ludothèques de France. Et du coup, voilà, donc on essaye de faire un temps. On avait prévu Harry Potter pour l'année dernière. Et en fait, au mois de mai, on a eu un contretemps, donc on n'avait pas pu le faire. Donc, on avait reporté ça à Halloween. Et effectivement, ça avait donné juste le bon moment, le bon timing. Et en gros, on essaye, avec les animateurs bénévoles et tout ça, de transformer le bâtiment pour que les gens, quand ils arrivent, ils ne se rendent pas compte en fait, qu'ils sont dans la maison de l'enfance. Et donc, on avait fait un mur à la porte. Donc déjà, les gens, ils ont cru que c'était fermé mur, à un moment. C'est de 9 3/4, là, de la gare. Donc la porte s'ouvrait sur
sur Harry Potter. Et donc voilà, donc chaque année on fait des thèmes différents. On a fait Star Wars, on a fait les héros de notre enfance, on a fait les îles, on a fait plein de choses, thèmes différents. On essaye de rentrer à chaque fois dans des animations de jeux avec sur la thématique. Et puis après on essaie de trouver des petites plus avec soit des châteaux gonflables à l'extérieur, soit des chasses au trésor dans le bourg. Enfin voilà, on essaye de varier en fonction du thème, quoi. Donc on ne sait pas encore. Enfin si, il y a un petit thème sur le minuscule qui commence à sortir un petit peu pour l'année prochaine. Donc voilà. Trop bien. On verra en plus. Maintenant qu'on connaît un petit peu mieux les différentes structures, etc., là, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu à quoi vous jouez, et notamment ce que vous avez bien aimé dernièrement. Je vais peut-être te laisser commencer, Stéphanie. Est-ce que tu as eu dernièrement des coups de cœur, des jeux qui sont un petit peu sortis du lot dans ce que tu as essayé ? Alors du coup là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc j'ai eu la chance d'aller au Festival de Cannes cette année, donc j'ai ramené quelques petites pépites qui sont bien sympathiques et que je fais jouer depuis que je suis revenue, et donc là nous, notre coup de cœur qui ressort très régulièrement, c'est Trio. C'est un petit jeu de cartes en fait, tout simple, où du coup il faut découvrir qui a quoi. Donc les cartes sont numérotées de 1 à 12, il y a 3 fois la carte dans le paquet de jeu, et du coup il faut aller chercher chez les autres. Et du coup, c'est un petit jeu de déduction où du coup, on a le droit de demander à l'adversaire que la plus petite carte ou la plus grande carte. Donc, au fur et à mesure, on sait qui a quoi. Donc ça, c'est un petit jeu sympa qui se joue à partir de 8 ans. Mais il marche beaucoup chez les adultes aussi. C'est des petites parties de 5-10 minutes. Mais du coup, c'est assez sympa. Et celui qu'on joue et rejoue, et j'ai pas la boîte, mais elle est bien abîmée à force, c'est la colline des feux follets. Donc c'est un petit jeu de coopération à partir de 7 ans. Et du coup, en fait, là, le principe, c'est de faire descendre les sorcières dans le bois à l'aide des feux follets. Donc le feu follet, c'est représenté par des petites billes qui suivent des chemins, et à chaque fois qu'elle touche la sorcière descend d'un cran pour aller jusqu'à la forêt. Donc bien sûr, il faut faire ça avant que les méchantes sorcières ne nous attrapent. Donc c'est un petit jeu sympa qui est coopératif et qui marche super bien. Donc ça, c'est les 2 jeux qui sortent beaucoup. Et après, on peut en citer plein d'autres, hein, mais c'est vrai que là, on est sur du jeu plus d'ambiance. Ouais. Ça sera du Just One ou des choses comme ça, qui sont des jeux où on peut jouer à 8, 10. C'est quoi Just One ? Alors Just One, c'est en fait... il y a une personne qui va fermer les yeux, et il va choisir un mot, et tout le monde va lui donner un indice pour essayer de retrouver son mot. Donc lui, il ne sait pas son mot. Et donc, voilà. C'est juste un jeu D'accord. Voilà, il faut donner les indices. Par contre, si toi et moi, on a le même indice, il s'annule. Donc ça lui fait déjà 2 indices en moins. Oui, donc voilà. Et donc c'est des petits jeux sympas, ça, c'est des jeux d'ambiance qui marchent bien. Et donc voilà, mais bon, après, on a 1700 à la ludothèque, je peux pas tous les citer. Oui, il y a clairement de quoi faire. Ouais. Anne-Céline, je vois que tu as 2 jeux devant toi. Tu voulais peut-être nous parler de ces petites boîtes-là. En plus, ce qui est sympa, c'est que ça n'a pas l'air de prendre beaucoup de place à la maison. Non, c'est pratique. Ça, c'est ce que j'appelle un jeu d'apéro, parce que je le sors souvent à l'apéro. C'est quand tu as des invités, puis qu'en fait, ils ne sont pas très jeux de société, machin. Mais que toi, tu as envie de faire un jeu de société quand même, mais que tu ne veux pas monopoliser le temps de tout le monde. Donc, pendant l'apéro, ça vous dit, ça ne dure pas longtemps. Et je fais ça. Donc, ça s'appelle Deep Sea Adventure, avec mon super accent. Bon, vous connaissez, en fait. C'est un petit jeu, comment t'appelles ces jeux-là ? De pari, de bluff ? Non ? Alors moi, il y a un peu de tactique. Il y a un petit peu de tactique. Il y a un peu de tactique quand même. C'est un petit peu stratégie en quelque sorte. Oui, il y a un petit peu de stratégie. Mais effectivement, il faut essayer d'embobiner un peu les autres. Voilà, parce qu'ils ne savent pas à quel moment tu vas remonter en fait. Ouais. Donc c'est un jeu, pour résumer rapidement, vous me dites si je me trompe, où on descend. L'idée, c'est qu'il y a un sous-marin, chacun descend le plus profondément possible pour aller récupérer des trésors, des diamants, des points, quoi. Sauf que les points, ils sont retournés, donc on ne sait pas, quand on se pose sur une case, combien il y a de points en dessous. Et sauf que comme on n'a pas beaucoup d'air, il faut remonter
avant qu'on n'ait plus d'air, donc on ne peut pas descendre aussi profond qu'on voudrait. Il faut bien calculer son coût. Et certains, décidant de remonter avant les autres, accélèrent en gros le processus. Voilà, ça joue sur tous les autres en fait. Exactement. T'enlèves de l'air à tout le monde. Alors cet éditeur, ils ont sorti un autre jeu qui lui est plus un jeu de bluff qui s'appelle Inside, si je ne me trompe pas. C'est une boîte rouge avec un œil. Ah, je connais pas. Et qui est très très bien. Là, je vous inviterai à réécouter le podcast. On en a parlé dans un autre numéro, mais... En plus, c'est rigolo parce que je pensais à ce jeu dans un podcast qu'on a enregistré il n'y a pas longtemps et le titre m'était sorti. Et moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ouais. Et j'aime bien aussi tous les petits jeux, tu dois connaître. C'est des toutes petites boîtes métalliques qui coûtent pas cher. Punto, Gold. Oui. Ouais. Et le dernier, c'est un jeu de dés avec, je crois que c'est Nuts. Je crois que ça s'appelle Nuts ou Crazy Nuts. Et c'est des petits jeux qui vont dans le sac à main. C'est pareil, jeu d'apéro. En gros, ça fait la taille d'une boîte de RP. Ouais, en gros. Ça. Ça coûte pas cher. Ça, c'est bien aussi. Et puis la mécanique de jeu est super sympa. Et les mécaniques sont sympas. Ouais, moi, j'aime bien. On s'attend pas justement à avoir la petite boîte et se dire oh là, ça doit pas être super intéressant. Et en fait, Punto, en gros, ça revisite un peu le puissance 4. Et le Morpion. C'est un mélange des deux, un peu. Oui, c'est surtout, il y a cette idée de pouvoir aller au-dessus des cartes des autres pour recouvrir. modifier les lignes, etc. Ça, c'est pas mal. Et le Gold, ça revisite le memory, mais où on va pouvoir attaquer les adversaires en dégommant leurs mineurs avec c'est pas mal aussi, des explosifs et tout. C'est vraiment pas mal. Ouais. Et ton autre boîte L'autre, c'est le remplaçant du Uno. Le remplaçant du Uno. C'est la rumeur qui... Le Skyjo, mais action. Ouais. Parce que... Ce que j'aime bien dans le Skyjo Action, c'est que du coup, tu peux faire des... C'est pas juste dans un sens, tu peux aussi faire des colonnes. Tu fais pas que des lignes, tu fais aussi les colonnes. Et surtout, il y a les cartes actions. Il y a les cartes actions. Tout à fait. Voilà. Après, j'ai du mal à convaincre les enfants de jouer à ce jeu-là parce que comme ils sont tellement habitués au Skyjo, là c'est un nouveau jeu, donc faut enregistrer les cartes actions, à quoi ça correspond. Celui-ci est largement plus sympa que le Skyjo. Il y a plus de possibilités, c'est plus dynamique. On en discutait il y a pas longtemps et surtout que le Skyjo, en fait, il y a beaucoup trop de place selon moi à l'aléatoire, c'est-à-dire que même si tu joues trop bien, si t'as pas de chance à la fin et que tu retournes des cartes qui ont une grosse valeur. Alors que là, le fait qu'on puisse attaquer les adversaires, en fait, il y a encore plus de stratégie, il y a forcément l'aléatoire. Mais je trouve que le Skyjo classique, avec des jeux comme le Action, etc., a tendance à mal vieillir, tu vois. Parce que... tu te lasses au bout d'un moment. C'est surtout que des fois, moi, le Skyjo classique, j'ai fait quelques parties il y a pas longtemps, et en fait, je me suis même pas amusé. Je passais un mauvais moment, parce qu'à la fin, je me disais, mais... En fait, c'est que de la chance. Il n'y a aucun intérêt. C'est que tu perdais. Non, après, ça dépend justement. On peut essayer de développer un peu sa stratégie de jeu. Là, j'ai joué la semaine dernière. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'axait pour faire les colonnes, justement, de 10 ou de 11. Ma fille fait ça, que des colonnes. Et donc, voilà. Et du coup, il y a plus d'intérêt, il y a plus de tactique. Mais en fait, même quand tu essaies d'avoir une tactique, juste s'il y a la pioche, il n'y a pas les bonnes cartes, t'es mort. Alors que là, les cartes actions vont faire que tu vas refourguer des cartes aux autres. Tu vas les forcer à jeter des choses, etc. Ce qui va faire que... tu peux forcer la chance. Ouais, en quelque sorte. Par moment, le Skyjo, j'ai un peu l'impression de jouer à la bataille, tu vois. Tu retournes le truc, pas de bol. Tu vois, c'est vrai, ça. Et puis souvent, quand tu retournes, 12, je vais tourner une carte. Non, c'est vrai. Mais après, ce qui est intéressant avec Skyjo, justement, c'est que par contre, tu peux jouer avec une tranche d'âge c'est clair. vachement large. Et faire comprendre les règles, c'est facile. En 2 secondes, quoi. Que ce soit les... Nous, on y joue à partir de 7 ans ici, 7 ans jusqu'à... pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge parce que... Et même pour les publics avec des difficultés, c'est adapté. Oui, c'est clair. Nous, on joue avec des gens qui ont Alzheimer, on joue avec des gens qui savent pas forcément, qui ont perdu un peu la notion des chiffres et des comptes. Mais du coup, il y a quand même un petit... Vu que ça va jusqu'à 12, c'est faisable, quoi. C'est clair. Toi, est-ce que tu as un genre de jeu de prédilection, c'est-à-dire un genre qui te parle plus que les autres, un type de jeu que tu vas plus facilement ressortir pour toi là. Je parle pas pour ton public, c'est un genre qui te plaît plus à toi. Parce que moi, en plus d'aimer mon travail, je suis passionnée de jeu aussi. Donc je vais forcément aller dans des choses un peu plus consistantes que ce que j'ai à la ludothèque. Là, le dernier jeu que j'ai sorti et que ça fait plusieurs fois, c'est Les Ruines de Narak. Donc c'est un jeu où on va aller
visiter un monde et du coup il y a des objectifs à atteindre, des monstres à combattre, voilà, des choses un petit peu jeu d'aventure voilà. du coup. On peut dire ça, Donc voilà, mais du coup il y a quand même toute une programmation à faire. Enfin voilà, c'est pas du coup par coup. Faut vraiment réfléchir. Donc voilà, c'est des choses comme ça que moi j'aime bien. T'aimes bien le jeu de rôle aussi? Alors j'aime bien le jeu de rôle. Je n'en ai pas fait depuis un moment parce que le temps manque. Parce que quand on fait du jeu de rôle ou des campagnes de jeu de rôle, il faut être disponible. Et là, du coup, on n'a pas fait depuis un moment. Donc voilà. Après, moi, je suis très fan de petits jeux d'ambiance, style le saumon frétillant. C'est quoi ça? Jeu à la con. Pardon. Mais du coup, en fait, on a chacun des cartes. Ça se joue debout. Et en fait, on doit faire des sons pour appeler un autre joueur qui a la même carte que toi. Donc, par exemple, je dois faire flap, flap, flap. Et quand quelqu'un fait flap, 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 et du coup, on doit se faire un signe. Donc on se tape dans les mains. Et donc voilà. Donc c'est un jeu qui est très visuel, très dynamique. Donc voilà. Donc généralement on fait ça au milieu d'une salle, tout le monde s'arrête, on vient voir ce que c'est. Et voilà, c'est des petits jeux, sympathiques d'ambiance qui tournent bien. Et moi c'est des petits trucs. Qui font que c'est des jeux qui attirent, même des gens qui sont pas joueurs, ça va l'air dire c'est quoi ça et du coup donc c'est ça aussi j'aime bien. Et toi Anne-Céline, ton genre de prédilection moi j'aime bien Splendor, l'âge de pierre, c'est des jeux un peu, je sais pas comment on appelle ces jeux-là. T'acquiers des choses pour faire gestion, en gros, un peu de gestion, voilà, ça j'aime bien, mais il y a un peu de tactique aussi quand même. Ouais, carrément. De toute façon, à partir du moment où il y a du point à avoir et à battre quelqu'un d'autre en face. Medieval Academy aussi, tu connais? Oui. Ouais. Alors j'aime pas, en général je joue que avec ma fille parce qu'elle compte tous les points. C'est très chiant à compter les points. J'ai pas testé. T'as testé le Splendor Duel? C'est une version en fait qui est en gros optimisée à 2 joueurs. Toi, tu connais bien? Alors moi, je connais. Du coup, on l'a à la ludothèque. Et du coup, ça reste sur la même mécanique que Splendor. Mais ce qui est intéressant, à Splendor, à 2, c'est pas forcément intéressant. Je suis d'accord. Et du coup, à Duel, ça envoie un petit peu de plus d'intérêt quand on est 2. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui ont sorti. Il y avait le Seven Wonders, qui est un très bon jeu. Du coup, il y en a qui vont rire parce qu'ils savent que j'aime pas trop jouer à ce jeu-là. Et s'ils entendent, ils vont dire « Ah, elle a dit que c'était un bon jeu !» Mais voilà, du coup, c'est un jeu sympa. Et en fait, pareil, c'est un jeu qui est intéressant à 7. Bon, du coup, 7 joueurs, il faut les trouver. Et donc, du coup, ils ont sorti le Seven Wonders Duel. Et là, qui est pareil, c'est un peu un système de pareil, de gagner des cartes et tout ça, mais du coup, qui est à 2 et c'est très optimisé et c'est vraiment sympa. Donc, je pense que de toute façon, les maisons d'édition, ils ont compris on n'a pas forcément que des joueurs, donc il va falloir aussi un petit peu travailler sur le côté jeu à 2. Oui, il y a même des jeux solo maintenant. Oui, pareil, parce que tous les jeux, les Ruines de Narak, par exemple, c'est un jeu qui peut jouer tout seul. Il y a des campagnes et puis on peut le faire tout seul. Il y en a plusieurs, en fait, des jeux comme ça, du jeu un peu lourd, consistant. Terraforming Mars. Mais voilà, donc il faut avoir des joueurs autour de soi pour jouer à ce jeu-là. Et du coup, c'est un peu compliqué, donc ils font une version solo. Et ici, vos grands classiques, en gros, les jeux qui sortent le plus, qui sont le plus demandés par les joueurs de la ludothèque, tu as quelques références? Là, on a... Pareil, un jeu de coopération pour les petits, là, pour les petits, 6 ans, qui s'appelle Dodo. Donc ça, c'est un jeu qui est toujours de sortie. Là, il est ramassé, mais il est toujours de sortie. C'est un jeu où on doit sauver le dernier œuf de Dodo sur Terre. Et donc, c'est un jeu de rapidité, de stress un peu. Et en fait, ça se joue, pareil, de tous les âges. Et c'est un jeu il y a toujours du monde autour de ce jeu-là sur la ludothèque. Je connais même pas. Donc, il est sorti il y a pas très longtemps, mais voilà, c'est un jeu qui fonctionne bien. Et après, dans la ludo, j'ai des petits jeux qui sont sur la table de temps en temps, mais comme il y en a plein, c'est difficile de dire quoi. On va citer le SOS Ouistiti qui a à peu près 45 ans, mais c'est un jeu d'appel entre guillemets de la ludothèque. C'est des jeux qui... Je me serais jamais douté. Tu vois. Si. J'ai jamais joué, je connaissais quand j'étais petit. Ah mais c'est trop bien. Jamais j'ai passé le cap. En fait, c'est des jeux comme ça
les parents, ils arrivent, mais j'avais ça quand j'étais petit, hop, on sort. Et après, du coup, moi, je les envoie sur autre chose, sur d'autres jeux. Et c'est vraiment bien le SOS Whisper. C'est rigolo. C'est des petits jeux comme il y a Pic Pirate, le jeu où le tonneau, mais les pirates. Ou Bourrico, machin. C'est ça, c'est des petits jeux comme ça qui servent à des jeux d'appel. Donc voilà, on retrouve ce jeu-là dans les bibliothèques. Visuellement, on le connaît. Et après, du coup, on se dit, je vais aller sur autre chose. Moi, je leur propose autre chose. Et puis, et c'est comme ça qu'on accroche les gens. Tu joues à quoi, toi ? Moi, je suis très jeu de bluff. Ouais. J'en ai déjà parlé dans des podcasts, mais moi, j'adore tout ce qui est résistance. Ah oui. Inside. Qui est qui ? Exactement. Et les jeux où J'aime il faut bien mentir. On peut perdre ses amis, par contre. Oui, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Sauf si tu ne mens pas. Moi, je joue au menteur et je ne mens jamais, je gagne à chaque fois. Ah oui. Le Time Bomb, j'adore aussi. Ah oui. Enfin, tous ces jeux de bluff, quoi, j'aime beaucoup. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a un petit concept en fait qui est un peu chouette. J'aime bien aussi les gros jeux, mais finalement, comme je suis pas entouré que de gros joueurs. Je vais plus facilement sortir des petits jeux auxquels on va jouer assez rapidement. Le Love Letter, je le sors très souvent. Tu connais ? Oui, mais j'ai jamais joué. Il faut être nombreux, non ? Non, pas forcément. On peut jouer à partir de 4, quelque chose comme ça. Non, mais j'ai jamais joué. Allez, un jeu dont j'ai jamais parlé dans le podcast et que j'aime beaucoup, c'est un jeu qui s'appelle Parade. C'est dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et en gros, c'est un jeu de cartes. Et en fait, on va créer une parade de personnages sur la table. Chaque carte a une valeur qui va de 0 jusqu'à 10. Donc pour chaque personnage, il y a 11 cartes. Et en fait, à chaque fois qu'on va poser une carte, on va compter en fonction de la valeur de cette carte, le nombre de cartes qu'il y a après et éventuellement ramasser des cartes. Le but étant d'avoir le moins de points à la fin de la partie. Mais la mécanique qui rend tout le jeu intéressant, c'est que si à la fin de la partie, c'est toi qui as le plus de cartes d'une couleur, eh bien, comme tu as la majorité des cartes de cette couleur, chaque carte n'a plus qu'une valeur de 1. Donc là où pendant tout le jeu, tout le monde essaye de ne pas ramasser de cartes, des fois, ça peut valoir le coup de prendre le risque de ramasser pour être en situation de force à la fin. Et donc, il y a tout un jeu qui consiste des fois à essayer de prendre la majorité sur quelqu'un. C'est-à-dire que s'il y a 11 cartes, imagine que toi, tu es 4 cartes violettes. Eh ben, moi, je vais essayer d'en choper 5. Et comme ça, toi, tu vas te prendre tous les points de tes 4 cartes violettes. Et moi, mes 5 cartes ne vaudront que 5. Dit comme ça peut paraître un peu complexe. Mais en fait, on fait une partie. On a très vite compris comment ça fonctionne. Et vraiment, c'est trop rigolo. Enfin, ça, moi, j'y joue depuis des années avec des gens qui ne sont pas forcément des très, très gros joueurs. Et très souvent, ils me demandent de ressortir le jeu, quoi. Donc ça, c'est très cool. Moi, j'ai pas joué depuis longtemps et ça me redonne envie de jouer. Tu vois, c'est vrai que j'avais oublié ce jeu-là qui est plutôt sympa. Mais sinon, les jeux de bluff, moi j'adore ça quand on est là en train de presque se gueuler dessus. Mais je suis sûr que c'est toi. Ouais. La meilleure porte d'entrée pour ça, c'est le loup-garou. En fait. Oui, c'est sûr. Après, moi, ce que je reproche un peu au loup-garou, c'est que c'est vite frustrant quand tu te fais tuer au début sans avoir joué. Après, il y a aussi un plaisir à regarder les autres s'écharper, mais c'est un peu dommage. Ce qui fait que maintenant, ils ont sorti des nouvelles versions du loup-garou qui sont un peu plus chouettes pour mettre personne de côté. Il y a le loup-garou pour une nuit, par exemple, où en fait, le maître du jeu, c'est le smartphone en fait, qui va nous donner les indications et tout le monde va être là du début à la fin. Je crois qu'il y a aussi la même chose avec un vampire, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà. Et en plus, le loup-garou, ce qui est chouette, en fait, c'est de s'amuser à modifier les règles du jeu, quoi. Ah ben, bien sûr. Je crois qu'il y a un meneur et il y a autant de meneurs que de règles de jeu. C'est ça qui est sympa. Moi, je m'amuse à chaque fois à apporter des modifications pour que ce soit un peu plus sympa. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est la première nuit, celui qui s'est fait bouffer, tu peux dire en fait, les loups ont entendu un bruit, ils sont partis plus vite que prévu. Et en fait, le gars, il n'est pas mort, il s'est juste fait manger
Il s'est juste fait manger les bras et il peut plus lever le bras pour voter. Donc il est encore vivant, il peut parler, mais il peut plus voter. Tu vois. Ah, c'est dur. Alors moi, j'avais entendu une version où la personne, donc le meneur, n'avait pas mis de loup-garou. Oui, alors ça c'est chez moi. Voilà. Donc c'était plutôt pas mal aussi. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à trouver ces fichus loups, il ne reste plus personne. Mais du coup, la nuit, il n'y a jamais de mort, quoi. C'est parce qu'il tuait des gens, en fait. C'était le meneur qui Il disait que telle personne était tuée, en fait, c'était lui qui décidait. Et donc, on comprenait pas. Et c'est juste à la fin, on a fini. Et du coup, il s'engueule, et puis, oh là là. C'est tendu, hein, c'est très tendu. Il faut trop que je fasse ça la prochaine fois, c'est génial. Il faut pas que tu enregistres ça, alors. Non, mais c'est génial. Et en fait, tous ceux qui sont tués voient le meneur. Et enfin, moi, je me souviens d'une partie comme ça, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais il a vu les loups-garous tués, mais j'ai vu personne. Et ce qui doit être génial, c'est de voir la tête des gens qui se sont fait tuer et de voir le truc. Et qui captent pas ce qui se passe. Ou au contraire, s'ils captent, les voir se retenir de se marrer et tout, tu vois. Oui, c'était très très drôle. Trop bien. À la fin. Trop bien. Alors nous, on aime bien faire du loup-garou, mais un mix enfant-adulte. Et ça, c'est pas mal aussi. Parce que du coup, soit il y a une ligue des enfants contre les adultes, donc ils vont ruiner tous les adultes et après ils vont jouer entre eux, soit c'est les adultes qui vont contre les enfants. Et voilà. Alors ça, quand on est animateur et qu'on joue avec des ados ou des enfants, on se fait tuer tout de suite au loup. Oui. Ça, c'est récurrent. Généralement, on est dans les premières nuits, pouf, l'animateur. Ok, très bien. Allez, moi, je suis dans le cas où, comme les gens ont l'habitude de me voir jouer à des jeux de bluff et que je suis pas trop mauvais pour mettre les gens dans la poche, mentir, les emmener sur le mauvais piste, ce genre de jeu, je me fais forcément flinguer au premier tour parce qu'ils ont trop peur, en fait. Mais c'est lui. Oui, bah non. Quand il y a des parents et des enfants, les enfants font toujours en sorte de tuer leurs parents au début, tu vois. Hop, comme ça, on est tranquille ensuite. Bon, bah, trop bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que ça vous va comme ça Peut-être un dernier jeu qui vous passe là par la tête. Ouais. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez parlé de la maison d'édition de Quimper, sans les citer, Bombix, et du coup qui fait pas mal de jeux, qui marche bien. Alors nous, on a le Sea Salt and Pepper là, qui sort énormément aussi pour les jeux de société rapides qui tiennent dans un sac et qu'on peut envoyer un peu partout. Donc voilà, je sais que ça, c'est un jeu... Carrément. Bon, il ne faut pas être chauvin, mais bon, ils sont là, donc il faut les citer. Bah oui, tout à fait. Donc, c'est une belle maison d'édition en plus. Tout à fait, avec un panel de jeux qui est assez sympathique. Oui, parce qu'ils font aussi du jeu plus conséquent. Oui, un peu de tout. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci et merci à ceux qui nous ont écoutés pendant cette demi-heure. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous le voulez, à réagir ou à mettre quelques petites étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous permet aussi de donner plus de visibilité à ce qu'on fait. Et on vous donne du coup rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast. Salut. Salut. Bye. Et jouez.